Bonjour à tous, bienvenue. En France, presque tous les métiers sont régis par des conventions collectives. Dans chaque branche professionnelle, les contrats de travail découlent de ces accords négociés entre syndicats et employeurs. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit vite que certaines conventions sont plus avantageuses que d'autres. Alors pourquoi ces différences? Et si certaines raisons ont pu prévaloir dans le passé, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre un peu d'ordre dans tout ça et harmoniser les différentes conventions collectives? Pour en débattre, j'ai le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC, et à vos côtés, Jean-Eudes Tesson, chef d'entreprise. Deux regards chrétiens sur l'entreprise, mais deux regards qui peuvent être parfois différents. Alors, bonjour. Bonjour, pardon Jean-Eudes, excusez-moi. Reprenez-moi, vous avez bien raison. Joseph, on va peut-être commencer par une petite explication historique sur ce qu'est une convention collective et d'où ça vient. Alors, une convention collective, c'est un accord collectif, comme le nom l'indique. Alors, si je regarde l'histoire officielle, celle qu'on trouve sur Internet et qui nous est donnée, on nous situe ça en 1919-1936, ce qui n'est pas exact. Si je reprends les premiers accords collectifs, ces accords de corporation, alors ils ont d'abord été oraux, mais ils ont été mis par écrit. C'est Saint-Louis qui avait demandé à Boileau, qui était le prévôt de Paris, donc on est au XIIIe siècle, de mettre par écrit tous ces accords qui régissaient un certain nombre de professions. Et on s'aperçoit qu'il y avait déjà des accords qui régissaient en disant, par exemple, en organisant le repos dominical, en interdisant le travail de nuit. Sous deux raisons. D'ailleurs, la première, protéger les gens pour qu'ils ne travaillent pas toute la journée, y compris la nuit, et protéger aussi la qualité de ce qui était fait, puisque ce qui pouvait être fabriqué la nuit était de plus mauvaise qualité qu'à la bonne lumière. Donc c'est très ancien. Et on fixait les tarifs. On fixait également des tarifs, absolument. On fixait, il y avait toute la Révolution française est joyeusement passée par là avec le citoyen Le Chapelier qui a tout mis à plat. Et il a fallu attendre, effectivement, alors des conventions, les premières, c'est dans les métiers où on ressent plus le sens du métier. C'est sans doute... les plus pénibles, vous voulez dire? Alors, à la fois pénible et à la fois où il y a beaucoup de solidarité et où il y a une compréhension aussi de la difficulté, et c'est 1891, par exemple, pour le secteur minier. 1919, ces conventions rentrent dans la loi, c'est-à-dire le législateur passe en les légalisant. Ce n'est plus un accord juste entre deux parties, c'est dans la loi. Et puis, il faut attendre 1936 pour qu'il y ait l'extension. L'extension, c'est-à-dire que si dans ma ville, il y a 45 boulangers sur 100 qui se mettent d'accord pour avoir des règles, mais que les autres ne sont pas signataires, disent moi, ça ne s'impose pas à moi. L'extension, c'est l'autorité publique qui dit ces règles sont censées, vous êtes mis d'accord, eh bien, elles s'imposent à tous ceux qui pratiquent le même métier. Ça a l'avantage d'éviter la concurrence déloyale. Et puisqu'on fait de l'histoire, on peut aussi faire référence à la loi Waldeck-Rousseau, qui a autorisé librement la constitution de syndicats ou d'associations professionnelles sans l'autorisation du gouvernement. Et en référence au débat actuel, ça a son importance. Donc je rajouterais juste que cette loi, Albert Domin, c'est un des grands sociaux-chrétiens de l'époque, qui a bien entendu soutenu cette loi, avait aussi demandé à l'Assemblée nationale que, puisqu'on autorisait de nouveau les syndicats, que ce soit du côté patronal ou du côté salarié d'ailleurs, on leur donne aussi l'autorisation d'avoir des moyens, d'être propriétaires. Ça a été refusé. On ne peut pas tout avoir non plus. Enfin, et les comités d'entreprise sont venus corriger. Depuis, les choses se sont un peu améliorées. Merci, messieurs, pour cette plongée historique, pour ces explications historiques. Je crois que maintenant, on sait pourquoi il y a autant de conventions collectives différentes, d'où elles viennent. La plupart du temps, en quoi consiste cette disparité? D'abord, la disparité, elle peut être territoriale. Il y a des conventions qui sont sur des territoires. Il y a des conventions qui sont pour des métiers. Et l'intérêt d'une convention collective, le socle, c'est la loi. L'intérêt d'une convention collective, c'est de pouvoir affiner les choses en fonction des besoins du métier. Chacun comprendra que mettre les mêmes règles pour les marins-pêcheurs, pour les salariés de la sécurité sociale, peut-être qu'il faut un socle commun, mais ensuite qu'on affine, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Et je note d'ailleurs que ces conventions qui sont par accord, donc il y a un dialogue, il y a un échange, à l'origine, nous avions deux syndicats dans notre pays, la CGT qui était tout à fait contre, et la CFTC qui était tout à fait pour. C'est aussi le sens du dialogue social dans les territoires, le dialogue social dans les branches, c'est-à-dire humainement,
on pose les problèmes, on essaye de les régler et de mettre des règles qui permettent à chacun de fonctionner économiquement normalement et en respectant l'humain. Du pragmatisme, Jean-Eudes. Pour répondre à votre question sur la disparité, on peut aussi relever que les partenaires sociaux n'ont pas attendu la loi sur la pénibilité pour prendre en compte la pénibilité dans des conventions collectives. Je vais vous donner un exemple. Dans l'un de mes métiers, qui est l'entreposage frigorifique, les salariés, pour la plupart, travaillent à moins 18 degrés. Et depuis la création de notre convention collective, je crois, on a prévu des primes de froid. Ça prenait en compte la pénibilité, mais au fil des années, on a lutté contre le froid de mieux en mieux. Et aujourd'hui, les textes sur la pénibilité considèrent que nos salariés, puisqu'ils ont des vêtements pour se réchauffer, ne sont pas concernés par la pénibilité liée au froid. C'est-à-dire que là, on a une disposition de convention collective qui était faite pour prendre en compte la pénibilité, alors qu'elle n'est pas reprise dans la loi sur la pénibilité aujourd'hui. C'est une parfaite transition avec ma prochaine question, qui est aujourd'hui les conditions ont changé, les conditions de travail ont changé. Pourquoi est-ce que ces disparités existent toujours? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas remanié ces conventions collectives pour les rendre plus adaptées à la réalité de ces métiers? Elles se remanient tous les jours. La convention collective n'est pas figée, on peut renégocier tel article. J'ai commencé ma carrière... Ça, c'est en théorie, mais dans les faits, quand on veut rogner sur certains avantages, carrière, entre guillemets, les primes de pénibilité... syndicale, je l'ai commencé parce qu'il y avait une dénonciation de la convention collective dans le secteur où je travaillais. Et donc, on a eu 15 mois pour négocier. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs 12 mois, c'est plus 15, pour renégocier. Et si on n'avait pas d'accord, il n'y avait pas de convention. Donc, on a abouti, évidemment, au bout de 15 mois à minuit, parce que c'est... Mais voilà, ça bouge. Alors, il y a des choses qui sont figées aussi. D'abord, il y a des choses qui sont figées. Oui, peut-être parce qu'il ne faut pas les changer. Et puis, il y a des lourdeurs, mais des lourdeurs qui peuvent être du côté syndical, mais aussi du côté patronal. Mais la vie bouge. Il ne faut pas croire que les choses sont si figées. La France est un pays qui avance, qui est un pays qui s'adapte. Les salariés français sont très performants. Les employeurs français ne sont pas mauvais. C'est ça la réalité. Par contre, on a un entourage global en matière fiscale, environnementale et sociale qui ne nous aide pas dans la compétition internationale. Donc c'est pour ça qu'il faudrait réformer en tout cas certaines conventions de façon en profondeur. Alors, il y a une autre raison, c'est la volonté de l'État, parce qu'aujourd'hui, la direction du travail doit surveiller, et non pas gérer, à peu près 700 conventions collectives. Décider, lorsqu'il y a un avenant, de l'étendre ou pas aux entreprises qui ne sont pas membres du syndicat. Et c'est lourd, et avec les moyens dont dispose l'État, aujourd'hui, c'est facile de dire on va passer de 700 à 200, ça fera moins de travail pour la direction du travail. Ouais. Je ne sais pas si Joseph est d'accord avec moi, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, je pense. Oui, il y a aussi le fait qu'il y a des endroits où il y a des conventions collectives qui n'ont pas lieu d'être. Oui. Par exemple, j'ai en tête une convention collective où sur 4 ans, pour savoir le poids des syndicats, on regarde qui a voté pendant 4 ans, il y a eu 4 salariés qui ont voté. Bon, donc celle-là, elle n'existe pas, il n'y a rien. Il faut la rejoindre à un autre. Quand il y a 4 salariés qui votent dans le cadre d'un métier, c'est que ce métier, il est tout à fait marginal. Oui. Et il ne bénéficie pas d'un texte complet. Oui, ou dans le cas où la convention collective est plongée dans l'immobilisme, justement, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas parce qu'il n'y a pas de nouveaux accords qui sont signés. Et à ce moment-là, la direction du travail alerte le président du syndicat employeur en disant, écoutez, donc elle est censée vivre en permanence, cette convention collective. Mais il y a bien des nœuds qui ne bougent pas. On a des cas qui ne sont pas majoritaires, loin de là, mais qui ne sont pas rares, c'est que nous n'avons plus d'interlocuteurs patronaux. C'est-à-dire que les syndicats patronaux ont disparu, sont morts. Il n'y a plus personne au téléphone. Donc on a des conventions qui sont figées. Ça n'engage que Joseph, ce qu'il dit. Parce que moi, je suis président d'une fédération professionnelle, d'un syndicat. J'ai dit que je vois. Et du côté syndical, c'est pas la même chose. Mais c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Pierre Laroque, c'est le père de la sécurité sociale après-guerre. Il avait fait une étude justement sur les conventions collectives en 1934, ce qui a amené la loi de 1936. Et qu'est-ce qu'il disait à cette époque-là? Étant donné l'individualisme forcené des patrons français, les syndicats d'employeurs ne disposent d'aucune autorité sur leurs membres. Ce sont des organismes d'études et non de décision. Et du coup, c'est comme ça qu'il a mis en place la possibilité d'étendre pour forcer les employeurs, quand il y en avait qui s'étaient mis d'accord,
aux autres de respecter la règle, parce que sinon ils sont tellement individualistes qu'ils ne vont pas bouger, on n'arrivera pas à Alors, faire j'ai une quelque chose autre de Pourquoi correct. ne pas simplifier tout ça? C'est-à-dire que vous parliez combien? 700 conventions? Il y en a 700 et l'État voudrait collectives. passer à 200. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas alors? Voilà. C'est parce que, d'abord, C'est en train en de se général, faire. oui, mais quand on harmonise, c'est toujours vers le haut. Enfin, c'est souvent vers le haut et c'est Ça passe mieux compliqué. comme ça en général. Oui. Non, c'est pas une harmonisation sur le fond. On est en train de voir, là où il y a 3 conventions différentes dans des secteurs qui sont proches, à les marier. Ils vont discuter du fond après. Mais c'est l'exemple. Alors l'exemple que je donne, c'est les orpailleurs de Guyane, sur les 4 voies. Il y a des tas de petits trucs comme ça. Effectivement, ça n'a pas de sens. Et ce que j'aurais dit était aussi exact. Il y a des choses, on s'aperçoit depuis 30 ans, 35 ans, ils ne se sont jamais réunis, jamais discutés. Donc ça n'existe pas. Rayons-le et voyons où on va les rejoindre. Alors c'est un peu complexe, ça va mettre un peu de temps, mais ce n'est pas forcément négatif. Mais si, pour revenir sur la remarque de Joseph sur le manque d'implication de certains patrons ou de certains syndicats patronaux dans la gestion J'aime de la bien convention syndicats collective. patronaux. Ouais. Deux Assume, termes qui sont hein. pas antinomiques? Non, Pas forcément. je revendique. C'est bien. Il y a peut-être aussi un désintérêt pour une convention collective, justement, au détriment d'accords d'entreprise dans lesquels ils sont capables de s'impliquer avec les représentants de leurs salariés. Et en fait, la plupart des conventions collectives décident, par exemple pour les salaires, de minima pour les salaires. Mais dans ma profession, la réalité, c'est que les salaires sont nettement plus élevés que les minima. Alors, quand il s'agit de négocier des minima, ça ne concerne pas nos entreprises directement, puisque nous, on applique plus et on négocie en interne les augmentations de salaire chaque année dans le cadre de la NAO. Ce qui s'appelle la hiérarchie des normes. Ouais, exactement. Et c'est très bien. Mais parce que si on n'a pas des textes quand même collectifs, celui qui l'emporte, c'est le moins 10 ans, qui va tuer la concurrence. Ça a été la mise en place des allocations familiales, où les patrons sociaux, d'ailleurs qui étaient les sociaux chrétiens, qui ont mis en place des allocations familiales, dans leur entreprise, évidemment, ils avaient des coûts plus chers que celui qui ne donnait pas d'allocation à ceux qui avaient charge de famille. Donc on a fait la loi sur les allocations familiales pour que la règle du jeu soit la même. Et ça, c'est plutôt sain. Bon. On va s'arrêter là. Vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Eudes? Non, mais je voulais dire aussi peut-être que l'une des raisons d'un certain désintérêt, c'est le sentiment partagé par certains qu'une convention collective amène un certain immobilisme ou une certaine contrainte dans le dialogue social. Parce qu'il y a un certain nombre d'articles qui prévoient, qui sont très anciens et qui empêchent qu'on ait de l'imagination dans le management, Donc, dans le dialogue social. La convention collective ne doit pas empêcher l'imagination, elle ne doit pas empêcher le pragmatisme. Merci à tous les deux et je vous dis à la semaine prochaine.